Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leur recherche, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et aussi de mansplaining. Aujourd'hui, je rencontre Alexandra Turgeon, qui a produit son mémoire de maîtrise en communication à l'UQAM sur un sujet ô combien intéressant et nécessaire, c'est-à-dire la question du port des signes religieux dans le discours de la CAQ en 2018. Pour sa recherche, elle a fait l'analyse des discours de François Legault pendant cette période, et elle a aussi interrogé des personnes de la coalition Avenir Québec. Son mémoire m'a beaucoup surprise parce que j'avais toujours conçu la CAQ comme un parti qui faisait activement la promotion de valeurs xénophobes et qui centrait même son discours là-dessus, pis ça même en temps d'urgence climatique. C'est pas complètement faux comme on le verra, mais la réalité est un petit peu plus compliquée que ce que je pensais. Il y a beaucoup d'islamophobie dans mon entourage. C'est un sujet qui me touche beaucoup et qui me met facilement en colère. Puis pour plein de raisons, je trouve que la loi 21 qui interdit le port des signes religieux est raciste et injuste. Discuter avec Alexandra, ça m'a pas moins mise en colère, mais ça m'a permis d'y voir plus clair et d'être mieux outillée pour comprendre l'échiquier politique et les enjeux liés au terme de laïcité. Donc, bonjour Alexandra, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeuristes pour que ces personnes te connaissent un peu mieux? Allô, oui, je m'appelle Alexandra Turgeon. J'ai un diplôme de deuxième cycle. J'ai un diplôme, une maîtrise en communication de l'Université du Québec à Montréal. En ce moment, je suis travailleuse culturelle, puis je travaille aussi sur un projet de balado de mon côté, moi aussi. Puis Cool. voilà, j'habite dans le bas du fleuve. Super, ben merci vraiment d'avoir accepté mon invitation, puis bienvenue au podcast. Moi, premièrement, je vais faire preuve de transparence. Ton sujet de mémoire, ben, c'est vraiment une question qui me tire beaucoup de jus. Puis, OK. j'ai tout de suite été intéressée là, par ton mémoire parce que je trouve que la question nationale aussi, ben, c'est vraiment intimement lié aux représentations de la virilité chez beaucoup d'hommes québécois. Puis Hmm. aussi parce que les conséquences de l'islamophobie, ben, ça touche, à mon sens, vraiment plus directement les femmes. Bien qu'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur vraiment juste sur le discours de la CAQ puis sur ses effets possibles. Si t'es prête, je vais commencer avec le premier volet de questions, que c'est plus des questions générales. Tu expliques dans ton mémoire que les discussions qui concernent le port des signes religieux, ben, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau au Québec. Puis j'aimerais savoir depuis quand cet élément-là est présent dans le discours de la CAQ ou comment, à ta connaissance, ça a commencé. Ouais, en fait, c'est une bonne question. En fait, la recherche que j'ai faite, moi, je me suis vraiment concentrée sur l'analyse des discours de la coalition Avenir Québec pendant la campagne électorale de 2018. Fait que c'est sûr que j'ai moins un peu suivi depuis, même si je regarde ça du coin de l'œil puis je continue d'être d'être exaspérée. Same, same. Mais, mais la CAQ, c'est un parti qui est assez jeune, en fait. La CAQ, c'est né en 2011, puis c'est un peu comme la suite un peu de l'ADQ, en fait, l'Action démocratique du Québec, qui est un parti qui est lui-même mort en 2011, puis quelques mois plus tard, en fait, la coalition Avenir Québec euh, est comme rené, ressuscité des cendres de l'ADQ. Fait qu'il y avait sais, il y avait déjà dans la DQ de Mario Dumont des discours puis mettons, des prises d'opinion assez fermes par rapport à tout ce qui était, dans le temps, c'était les accommodements raisonnables en 2008, où Mario Dumont avait 2007-2008, la commission Bouchard-Taylor, là, où on parlait beaucoup de tout ce qui était, c'est ça, accommodement religieux, permission ou interdiction de porter des signes religieux, réflexion sur la laïcité. Mario Dumont était très fermement dans le camp de interdire tout port de signes religieux et ne pas, en fait, tenter de circonscrire les libertés des personnes des religions minoritaires au Québec dans une espèce d'optique nationaliste un peu. Puis c'est ça, tu sais, la CAQ, je pense pas que c'est un projet nécessairement qui est cher au cœur de François Legault ou de la CAQ, tu sais, peut-être, là, mais la laïcité, la façon
dont François Legault en parle. Je pense pas que c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Je pense plus que c'est un enjeu dont on parle un peu de plus en plus depuis les années 90-2000, puis qui est dans l'air du temps, puis qui, j'ai l'impression, peut plaire à son électorat, puis que lui, il a vu plus une avenue stratégique, en fait, où il a vu que c'était quelque chose qui faisait réagir, c'était quelque chose qui était très émotif pour une certaine partie de la population du Québec, tu sais, qui voit un peu en fait, si on remonte là, à la Révolution tranquille dans les années 60, il y a une grosse partie de la population québécoise qui est encore marquée par l'époque où l'Église catholique était vraiment dans la vie des gens, puis avait beaucoup de pouvoir sur la vie des gens. Fait que c'est comme si il y a un peu un transfert, puis les gens ils ont peur de voir des religions autres prendre la place dans l'espace public. Puis c'est quelque chose que j'ai l'impression que l'équipe de François Legault puis la CAQ a vu puis a simplement saisi. Mais depuis les débuts, là, la CAQ, c'est un peu dans leur discours, puis ça fait partie de de leur stratégie puis de leur discours, mais sans que ce soit nécessairement au centre de leur plateforme non plus. Ah, c'est vraiment intéressant de t'entendre. Il y a vraiment des fils qui se touchent dans ma tête en ce moment. Puis aussi, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les grandes lignes, des arguments de la CAQ, que tu as analysés contre le port des signes religieux, spécifiquement pendant la campagne électorale de 2018? Puis vraiment juste un survol, tu es pas obligé de faire la liste exhaustive. De déballer mon mémoire. Ouais, Oui, c'est mais ça. ce qui m'intéressait, en fait, c'est que je regardais la campagne électorale comme tout le monde, comme tout le monde que ça intéresse pendant l'automne 2018. Puis j'avais l'impression que on parlait, tu sais, je me disais, écoute, on parle encore de l'enjeu du port de signes religieux, on parle encore de laïcité. Puis quand on parle de laïcité, là, je vais juste faire une parenthèse de définition, mais la laïcité, c'est vraiment la séparation entre les pouvoirs politiques et publics, puis la religion. Fait que c'est le fait que aucune religion ne puisse avoir une influence sur les décisions politiques puis sur les institutions publiques. Puis le Québec est un État laïque. Déjà, la religion n'a rien à voir, tu sais, l'Église catholique ou aucune autre religion n'a rien à voir avec les décisions qui sont prises au niveau politique. Puis quand on parle de laïcité, depuis, mettons, les 20-30 dernières années, on parle vraiment surtout des comportements ou des actions ou des vêtements que les gens vont porter ou vont faire au quotidien qui vont démontrer leur appartenance à une certaine religion. Tu sais, on parle pas de la place de la religion dans le politique ou dans le public, mais on parle plutôt de personnes dans l'espace public qui affichent leur appartenance à une religion, puis on veut essayer de limiter ça par incompréhension, par peur de la place que ça prend, par peur d'un retour de la religion, etc. Fait que donc, la définition de la laïcité a été un petit peu détournée. Fait que c'est pour ça que j'essaie de dire le port de signes religieux et non la laïcité, parce que même si la CAQ utilise tout le temps le mot laïcité, c'est pas de ça dont il est question. Mais bref, c'est ça le mot qu'ils utilisent, fait que ça revient un petit peu au même. Puis c'est ça, dans le fond, je me disais, écoute, on en parle encore, la CAQ, mais il me semble qu'elle en parle beaucoup dans les débats, il me semble que les journaux en parlent beaucoup. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui peut expliquer à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas de crise? Tu sais, par le passé, il y a eu des espèces de crises médiatiques où là, on parlait d'un étudiant qui avait amené un kirpan dans une école primaire, puis là, ça avait fait les manchettes, mais en 2018, il n'y avait rien de tel. Puis je me disais, qu'est-ce qui peut justifier de la part de la CAQ d'encore ramener ça, tu sais? Dans le fond, la CAQ promettait une loi pour interdire le port de signes religieux pour les employés de la fonction publique. C'était ça sa promesse, ça faisait partie de ses promesses. Fait que j'étais allée analyser les discours, puis ce que j'ai vu, en fait, c'est que c'était pas nécessairement quelque chose qui était au centre de sa plateforme, mais que puis mon hypothèse, c'est que ça avait été bien compris par l'équipe de communication puis de marketing de la CAQ. Tu n'as pas besoin d'en parler beaucoup pour que les médias s'en saisissent de cet enjeu-là. Fait que c'est pas nécessairement qu'ils en ont parlé tant que ça, mais c'était une promesse ferme, puis c'était une promesse qui était là en 2012, en fait, pendant l'élection précédente, de si on est élu, si vous nous donnez un mandat clair, c'est-à-dire si on est élu, on va déposer cette loi pour interdire le port de signes religieux.
Puis on savait tellement que la CAQ avait ce but-là qu'ils n'ont pas énormément, tu sais, insisté sur le pourquoi, le comment, etc. Ils faisaient juste répéter ça un peu c'est ça, comme argument pour les élites. Puis justement, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il n'y avait pas énormément de... Il en parlait, mais il faisait juste nommer, tu sais, on va interdire le port de signes religieux, si vous votez pour nous, on va passer une loi sur la laïcité de l'État, c'est ça les mots qu'il utilisait. On veut pas que des policiers, policières, surtout des policières, portent le hijab. C'est pas des choses qu'on veut tolérer dans la fonction publique. Donc, si vous nous élisez, on va interdire ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de, de réflexion à comment ça allait être mis. Donc, c'est des arguments qui étaient très en surface. C'était surtout OK. répéter ça, le nommer. Les arguments qu'on sortait aussi, c'était beaucoup que les Québécois voulaient ça. T'sais, on répétait que la majorité des Québécois, on se basait sur des résultats de sondage, que tous les partis politiques font ça. Là, ils demandent des sondages, ils posent des questions, puis là, plus ou moins, dépendamment de leur budget, de leur sondage, puis de l'orientation de leur équipe derrière eux, ils vont se servir de ces réponses-là pour orienter leur discours, mais aussi des fois carrément leur plateforme, donc les promesses qu'ils font. Puis, j'ai parlé à des personnes dans l'équipe de la CAQ qui m'ont dit que oui, c'est une pratique qui est vraiment bien intégrée, là, puis qui est vraiment appliquée au sein de la CAQ. Puis carrément, on se base là-dessus pour justement créer des promesses. Donc, on peut poser l'hypothèse que ça avait été réfléchi pour plaire pour faire écho à ces résultats de sondage-là. Puis on s'appuyait beaucoup là-dessus, c'était la volonté de la majorité des Québécois. Puis on disait que c'était une position qui était modérée. On disait que c'était pas une position qui était exagérée. On demandait pas le ciel, on demandait seulement cette petite loi. Et on disait que c'était consensuel, que tout le monde était d'accord, qu'on était rendu là. Puis on amenait beaucoup l'argument qu'il fallait mettre fin au débat sur la laïcité. Il fallait qu'on arrête de ramener ça à chaque élection, mais alors que c'est eux qui ramenaient ça, on s'entend. Mais on disait, ça fait plusieurs campagnes électorales là, depuis le début des années 2000. Il y a eu la commission Bouchard-Taylor, il y a eu la Charte des valeurs québécoises. Les Québécois sont tannés, ça c'est quelque chose qui était rappelé souvent. On a besoin de clore le dossier. Puis ça, c'était basé un peu sur, en fait, j'en sais rien, mais ça faisait partie des arguments là. Vraiment, on veut clore le dossier. Puis, il se posait, c'est ça, comme un peu le seul parti qui pouvait, puisque tous les autres partis avaient échoué, c'était eux qui allaient pouvoir régler la question. Fait que ça faisait partie des arguments. Puis beaucoup, mais de façon assez implicite, on amenait aussi cette solution-là, puis cette loi-là, donc cette interdiction du port de signes religieux. On s'entend pour les religions minoritaires, là, il n'y a jamais été question de porter une croix dans son cou si on était une personne catholique ou chrétienne. C'était vraiment beaucoup le hijab dont il était question. À toutes les fois qu'on nommait un signe religieux, on nommait le hijab. On n'en a nommé aucun autre. Puis la façon dont c'était amené, c'était en opposition aux valeurs québécoises, puis au nationalisme, à l'identité nationale, en fait. Fait qu'on on soulignait vraiment qu'il y avait nous, il y avait les Québécois, puis il y avait eux, les membres des religions minoritaires qui portent des signes religieux. Fait qu'on était vraiment, on les peignait comme une menace à notre identité, à notre intégrité en tant que nation blanche, francophone et d'ascendance chrétienne, maintenant laïque. Donc, mais c'était très implicite, mais c'était tellement dans un contexte qui était mûr pour ça, qui avait été bien préparé depuis presque 20 ans, là, mettons 15 ans, que la moindre mention implicite dans la même phrase de notre identité puis de hijab, on sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on veut dire que le hijab menace l'identité nationale. Donc, c'est des choses qui étaient ramenées souvent. Puis aussi, je vais quand même formuler la question, on verra là, si
si c'est une bonne question, là, mais tu que, ben, un discours, c'est pas juste des mots, que ça a un impact réel sur les comportements des gens, puis que ça peut aussi avoir des conséquences, sur certains groupes, de populations minorisées, dans le cas, là, qui nous intéresse. Puis est-ce que finalement est-ce que ton mémoire de maîtrise, puis, ton étude des discours de la CAQ, ça t'a permis un peu de voir comment ça peut avoir un impact finalement sur les comportements des gens? Mon étude portait pas là-dessus, en fait. Mon étude portait vraiment à essayer de comprendre un peu la raison puis la réflexion qu'il y avait eu à utiliser cet enjeu-là. Fait que moi, je voulais savoir si la CAQ avait misé finalement sur une situation de marginalisation, parce que la situation était déjà là, tu sais. Euh, Moi, mon argument puis ma réflexion, c'était que dans une situation où il y a déjà une marginalisation des populations qui pratiquent des religions minoritaires, particulièrement des femmes musulmanes qui portent le foulard, que ce soit un hijab, une burqa, etc., de ramener, une promesse de loi sur l'interdiction du port de signes religieux en l'alliant à une menace contre l'identité nationale, ça jette de l'huile sur le feu, en fait. Mmh. Moi, mon argument, c'était que c'est pas un vrai problème, c'est pas une situation où il y a des gens qui sont en danger. Pourquoi on en rajoute? Pourquoi Mmh. on en rajoute? Puis, mais il y a d'autres personnes avant moi qui ont fait des études pour vraiment essayer de voir. Puis depuis le dépôt, parce que la CAQ a été élue, comme on sait, puis Mmh. a déposé son projet de loi en 2010, qui est devenu une loi en 2019. Euh, puis tout le bruit qui a été fait autour de cette loi-là, il y a des gens qui l'ont étudié puis qui ont vu, puis tout le bruit qui a été fait autour des accommodements raisonnables dans le passé aussi, puis de la charte des valeurs québécoises du PQ, c'est plus là où on est vraiment allé à fond là, sur le foulard porté par les femmes musulmanes, encore plus qu'en 2007-2008. Puis il y a eu des répercussions claires dans la vie des femmes puis des hommes aussi. Hein. On s'entend que les hommes musulmans Mmh. sont pas épargnés. Mais c'est des représentations, tu sais, où on présente certaines personnes, une religion, carrément toutes les personnes qui appartiennent à une religion comme étant moins moderne, moins féministe. Euh, c'est des mots qui sont utilisés puis qui sont répétés puis qui mettent en fait le spotlight sur des personnes qui ont rien demandé Mmh. puis qu'on n'invite pas à la table de discussion non plus, Mmh. dont on connaît pas, tu sais, la vie puis les répercussions que ça a sur eux parce que en fait, une des conséquences très claires de ces discours-là puis en fait, en tout cas, ben là, c'est mon opinion plus que mes résultats, mais du fait d'avoir choisi de tabler sur cet enjeu-là pour aller chercher des votes, euh, et finalement passer cette loi-là, carrément, ça l'a enlevé du travail à des tonnes de personnes qui maintenant ne peuvent Mmh. plus travailler au sein de la fonction publique en portant un port de signe religieux. Donc, on peut penser à plein d'enseignantes puis d'étudiantes en enseignement qui ont dû soit changer de carrière ou tu sais, qui ont perdu leur emploi, en fait. Puis c'est vraiment une façon assez directe de créer de la détresse puis de créer, tu Mmh. sais, une situation pas sécuritaire, tu sais, pour des gens vraiment pour rien, tu sais, vraiment dans un Mmh. but stratégique assez évident. Fait que c'est ça, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu sais, je pense qu'à chaque fois qu'un discours vise, puis ça a été démontré dans plusieurs études, mais la façon dont on parle de l'identité nationale dans les discours politiques a vraiment une incidence sur le vivre ensemble dans une société. Tu sais. Si on parle de l'identité nationale comme étant menacée par un groupe immigrant ou par, je ne sais pas, le pays d'à côté ou par tel groupe, ça envenime les relations entre les citoyens. Ça a été démontré dans plusieurs études. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressée. Puis c'est sûr que ça fait partie des conséquences. Là.
Oui, tu viens un peu de répondre, à ma prochaine question, mais, moi, ça m'avait beaucoup intéressée dans ton mémoire parce que tu reviens sur, une citation de Beauchemin qui dit justement, «La question nationale, donc le projet inabouti de la souveraineté du Québec, ben, c'est une des causes centrales de la difficulté de la société québécoise à s'ouvrir à un pluralisme culturel». Donc, ce que tu viens de me dire, ça me l'explique un peu là, comme pourquoi en fait est-ce que pourquoi c'est comme ça finalement? Ouais, je pense qu'il y a, c'est ça, il y a des, puis tu sais, là-dessus, je me base vraiment sur des écrits, puis sur des recherches d'autres autrices, là, dont je pourrais peut-être te donner une liste, si tu veux, mais entre autres Stasiulis, puis Sirma Bilge aussi, qui a beaucoup parlé de ça. Euh, Plein de chercheuses et chercheurs qui ont parlé de ça, mais le, il y a une espèce de revirement ou de modification, mettons, d'évolution du sentiment d'identité québécoise depuis, mettons, l'époque de nos parents puis de nos grands-parents. Là. Avant, il y avait un projet clair où on savait, tu sais, être nationaliste, c'était la plupart du temps être souverainiste, tu sais, vouloir que le Québec devienne un pays. Il y a eu 2 référendums qui ont échoué. Mmh. Je pense qu'il y a eu un certain découragement, puis un projet positif, puis tu sais, un espoir, ça peut aider un groupe à se lier, mais s'il n'y a plus ça, tu sais, se garder unis en tant que société qui ressent un besoin d'avoir, tu sais, une unité puis un projet commun, ça peut devenir plus difficile, puis les Québécois blancs d'ascendance francophone aussi ont vraiment une cicatrice de la domination des Mmh. anglophones là, qui fait pas si longtemps que ça. Tu sais, pour nous, c'est difficile à comprendre. Puis je suis la première à vraiment manquer de patience quand les gens reviennent là-dessus Ouais. encore, surtout quand ça influence tu sais, des choses aussi importantes que des lois, puis que ça aide pas du tout le vivre ensemble. Mais c'est ça a été vraiment difficile pour plusieurs générations. Puis, mais cet ennemi-là, il n'est plus là. Puis là, il y a comme plus une peur que la menace vienne de l'intérieur plutôt que de l'extérieur maintenant. Puis c'est l'immigration qui maintenant qui fait peur aux gens. Puis c'est le fait que on se retrouve plus seulement en blanc puis on disparaisse. Tu sais, il y a Mmh. vraiment la peur de disparaître euh, qui, je pense, est vraiment pas unique aux Québécois, là, mais qui fait vraiment peur aux Québécois puisque, ben, pas, sûrement pas juste pour ça, mais entre autres puisque le projet de pays a échoué. Tu sais, comment on fait pour rester unis si on ne peut pas se protéger avec des frontières, ben, on essaie de faire sortir le monde qui ne nous ressemble pas. Tu sais, il y a comme un peu cette réflexion-là qui, je pense, aide pas, qui vraiment, sans l'excuser, peut un peu expliquer, je pense, en partie, euh, en partie l'espèce d'obsession là, des Québécois Mmh. francophones par rapport à- au rejet du pluralisme culturel. Mais tu sais, je pense aussi qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de mouvements tu sais, nationalistes très de droite Mmh. qui encouragent ce genre de réflexion-là aussi. Mais il y a un contexte quand même particulier au Québec qui peut l'encourager aussi, je pense. Mmh. Ben, merci. Les arguments que tu donnes me donnent un peu plus de compassion, je pense, envers, les générations plus âgées parce que c'est vrai que ça c'est comme un espèce de discours qui est difficile à comprendre parfois parce que Ouais. comme tu dis, on n'a pas vécu, tu sais, cette oppression-là. Puis, finalement, c'est cette, voyons, j'ai juste le mot en anglais dans ma tête, ce concern-là et cette préoccupation-là est légitime finalement. Puis aussi, dans un des articles que tu m'as envoyé, il y a un passage où tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la laïcité ou plutôt le port des signes, l'absence de port de signes religieux, ben, c'est un petit peu comme, la garantie de l'égalité des genres. Puis, les gens mettent beaucoup en opposition aussi, la soi-disant égalité québécoise aux communautés musulmanes, qui seraient inégalitaires et patriarcales. Puis je voulais savoir, est-ce que la CAQ a un petit peu surfé là-dessus? Est-ce qu'elle a utilisé un peu, cet argument-là dans son discours ou pas du tout?
Ouais, mais justement, quand il était question des arguments plus symboliques, tu sais, puis plus implicites par rapport au fait que le port des signes religieux pouvait être une menace, en fait, à l'identité nationale, puis à la survie Mhm. du Québec en tant que nation. C'était aussi un peu ça qui était implicite. Euh, Parmi les valeurs québécoises dont François Legault, ben, que François Legault en fait répétait et mettait en opposition avec le hijab, toujours de façon implicite, il y avait l'égalité et la laïcité. Il a nommé la laïcité comme étant une valeur québécoise, puis je trouve ça intéressant parce que encore une fois, c'est la séparation de l'État et du Mhm. politique. C'est pas nécessairement, en tout cas, c'est pas nécessairement une valeur. Euh, mais ouais, c'est un peu une posture de supériorité morale qui est utilisée souvent dans les discours pour vraiment se définir en opposition avec un autre groupe qui n'est pas laïque, comme si la laïcité, ben, en fait, qui n'est pas laïque, qui est religieux parce que ils habitent ici, ces personnes-là, donc ils vivent dans un État laïque, tout comme nous. Mhm. Euh, Fait que c'est ça, juste de mettre ça en opposition est déjà un peu tiré par les cheveux. Puis c'est ça, on met laïcité et religion en opposition et surtout pratiques religieuses individuelles, dont le port du hijab en opposition avec l'égalité et le féminisme carrément. Alors que ben là, je ne pense pas nécessairement être la meilleure personne pour me lancer là-dedans, mais c'est une opposition qui est lourde de sens, puis qui est assez, ben, qui est fausse en fait, là, puis qui a pas lieu d'être amenée à répétition. Ouais. Mhm. Puis moi, ce qui me consterne aussi, c'est comme si du jour au lendemain, on enlève la religion du Québec. C'est comme si toutes les valeurs judéo-chrétiennes que des générations et des générations ont intégrées, comme si tout ça disparaissait comme par enchantement, là. Puis je trouve ça un petit peu absurde. Dans quel sens? Dans le sens qu'il y aura plus de valeurs chrétiennes dans la société Oui, québécoise? oui, c'est ça, comme si, tu sais, ça avait pas imprégné comme un peu nos mœurs, puis nos manières, tu sais, d'être au monde, puis d'interagir avec les gens, puis je trouve que c'est comme un peu avoir la pensée magique, puis ça m'amène un peu comme à la prochaine question, parce que j'ai une expression que tu as utilisée que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle le mythe moderne de l'égalité. Puis j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus, comme sur la manière qu'ont les politiciens ou les politiciennes peut-être de l'utiliser. Le mythe moderne, en fait, c'est un concept de Jacques Ellul qui date des années, fin des années 50. Là. C'est rien de nouveau, mais ça montre à quel point on ne se réinvente pas tant que ça là, tu sais, dans Mhm. la façon d'aller chercher l'attention, puis de capter l'attention, puis de séduire, en fait, parce que la politique électorale, en fait, c'est beaucoup de la séduction qu'il faut répéter à toutes les 4 ans, puis qu'il faut s'assurer ben, de garder l'intérêt, puis l'amour, ou en tout cas le- la confiance des électeurs. Euh, le mythe moderne, en fait, tu sais, en opposition, par exemple, au mythe antique ou au mythe grec, c'est quelque chose qui est intégré, mettons, à la... Ben, Jacques Ellul parle de propagande, mais à la communication politique persuasive, mettons, puis qui participe à la rendre efficace. En fait, c'est comme une façon de prendre un concept ou quelque chose, puis de l'ériger, en fait, au niveau d'un mythe, puis de faire en sorte euh, que la population va vouloir ben, suivre les politiciens ou les personnes qui vont démontrer la plus grande représentation de ce mythe. Soit ça, ou ça peut être utilisé aussi. Isabelle Gus, qui est professeure retraitée maintenant à l'École de sciences politiques à l'UQAM, avait fait une étude sur les publicités de l'armée canadienne. Puis elle avait regardé c'était quoi, tu sais, les mythes modernes qui étaient utilisés là-dedans. Puis tu sais, c'est les mythes genre la jeunesse, genre le courage,
l'aventure, tu sais, ça peut être des mythes comme ça. Puis l'égalité, pour moi, ça peut être vu comme un mythe moderne dans la façon que, en fait, ben, pour résumer, un mythe moderne, ça doit être d'abord, ça doit être actualisé par des actions, mettons, des héros. Fait qu'il faut que ça soit ramené souvent ou que les héros, mettons, donc les politiciens, par exemple, les ramènent souvent à l'agenda. Ça doit être apolitique, donc n'importe qui peut s'en servir. Ça ne doit pas appartenir à une idéologie en particulier. Ça doit être un peu au-dessus de tout ça. Tu sais, ça doit être tellement grand et tellement parfait que c'est au-dessus de ça. Puis ça doit en fait, puis ce qui est important pour Ellul, c'est que le mentionner puis la façon de le mentionner doit favoriser des actions du public. Tu sais, puis c'est pour ça qu'il parle de propagande, doit amener à ce qu'il y ait une prise d'action qui soit faite, soit ça peut être un vote, hein, ou ça peut être une omission, ou ça peut être carrément sortir dehors puis faire des manifestations ou quoi que ce soit, mais la valeur d'égalité, puis quand je parle d'égalité entre les genres. Euh, le fait, François Legault est convaincu que les hommes et les femmes, en fait, parce que là, on ne parlera pas d'autres identités de genre parce qu'il y en a évidemment pas question, mais les hommes et les femmes sont à égalité, puis que c'est une fierté, puis une valeur québécoise en particulier. Donc, nous, les Québécois, on est tellement bons, puis on est tellement parfaits, puis on est tellement modernes que dans notre société, les femmes ben, vivent aussi facilement que les hommes. On sait très bien que c'est complètement faux. On sait très bien qu'il y a des difficultés systémiques pour, ben, néanmoins, les personnes qui ne sont pas seulement des femmes, mais les personnes qui peuvent porter des enfants vont avoir, bon, sur une vie, vont avoir un salaire moins élevé, ils vont manquer des années de travail, ça ne sera pas rattrapé. Bon, enfin bref, là, l'égalité du care, etc., est vraiment pas... Le type de carrière à laquelle on peut obtenir est pas la même, etc. Euh, mais tout ça est balayé et mis en opposition, en fait, avec d'autres sociétés qu'on considère être moins avancées dans l'égalité entre les hommes et les femmes que nous, mais de façon tout à fait arbitraire, là, juste en le regardant puis en disant ah non, vous autres, vous êtes moins bons que nous. Puis c'est ça, cette valeur-là, selon moi, est utilisée un peu comme un mythe moderne parce que c'est ça, c'est ramené tout le temps, puis c'est utilisé comme un argument dans des situations comme ce projet de loi-là, dans des situations comme dans le test des valeurs québécoises, on demande si oui ou non au Québec, on considère les hommes et les femmes comme étant des égaux, on met des bâtons dans les roues de certaines personnes qui souhaitent immigrer au Canada puis au Québec en particulier, si on considère qu'ils viennent de pays qu'on considère moins haut sur l'échelle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé pour, c'est ça, pour qu'il y ait une incidence, puis pour que des actions soient prises dans une certaine direction, puis atteindre certaines fins, en fait. Mhm. Si t'es prête, on va passer au deuxième volet de questions qui sont des questions plus d'ordre méthodologique. C'est des questions plus le fun, à mon sens, un peu moins sérieuses, là. Mais est-ce qu'on t'a dit pendant ta recherche que c'était mal que tu t'intéresses à un sujet politique parce que tu serais pas neutre ou quelque chose comme ça? Non, pas directement, mais j'ai eu la chance d'avoir une direction de recherche vraiment super, là. OK. On était sur la même longueur d'onde, puis c'est vraiment surtout avec cette personne-là que je discutais, mais c'est sûr que il a fallu que j'atténue, mettons, la façon dont ben, j'étais trop critique dans ma OK. rédaction. Mon, mon avis, puis ma lecture, en tout cas, tu sais, il y a moyen de faire une recherche critique, je pense, dans un milieu universitaire, mais il y a comme la façon d'amener les arguments, puis la façon surtout de les appuyer sur d'autres recherches et non pas seulement
ce qu'on Mhm. trouve être la vérité est super importante. Fait que c'est surtout ça, mettons, qui m'a été, j'ai été encouragée à me calmer les nerfs dans mon style de rédaction. Mais ce qui m'a été répété souvent, c'est tu te serviras de ta discussion pour dire tout ce que tu as sur le cœur, mais quand tu parles de tes résultats, c'est pas le moment. C'est là, OK. tu y vas, c'est pas un essai que tu écris. Vas-y seulement avec ce que tu as observé. Euh, Puis, mettons, il y avait des profs dans mon département que euh, je voulais pas avoir sur mon jury, pas parce que c'est pas des personnes que je respecte puis que je trouve qu'ils sont des personnes super euh, euh, tu sais, compétentes puis importantes dans le milieu de recherche, mais parce que j'avais pas envie d'avoir ce type de discussion-là, Mhm. mettons, puis ce type de correction-là à apporter à mon mémoire aussi. Fait que j'ai choisi mon jury en conséquence. Mhm. J'ai choisi des personnes sur mon jury, des chercheuses que je savais qui avaient une approche critique, tu sais, puis qui n'allaient pas être rebutées par le fait que j'approchais un sujet politique avec un regard critique. OK. Hmm. Puis là, ce reproche-là est peut-être pas nécessairement venu du monde universitaire, mais est-ce qu'on t'a reproché d'être contre la CAQ, puis de militer activement contre ce parti-là ou quelque chose comme ça? Non, je pense qu'il n'y a pas grand monde OK. dans mon cercle qui pouvait me reprocher ça. Tu sais, j'ai vraiment senti, par contre, dans les entretiens que j'ai faits avec des personnes tu sais, de l'entourage de la CAQ, qu'on m'étiquetait comme OK. une étudiante de l'UQAM. On a même utilisé le mot woke. Donc, OK. on Wow. m'étiquetait comme une personne qui était un peu dans le camp ennemi. Fait que, tu sais, ça OK. n'a pas nécessairement. En fait, ça n'a vraiment pas nui, là, tu sais, à mes entretiens, mais c'était clair qu'il n'était pas dupe du fait que, tu sais, c'est ça. J'ai pas convaincu personne que je m'en venais pas pour les checker, tu sais, checker en dessous de toutes les roches, là. Je pense que c'était bien clair, OK. juste à cause de mon université d'attache, en fait, pas... Ah mais puis oui. à cause de mon sujet d'étude, tu sais, j'imagine qu'ils se sont dit quelqu'un de l'UQAM qui veut creuser les discours stratégiques par rapport à l'enjeu de la laïcité, ça sera pas quelqu'un dans notre équipe. Fait que, ouais, j'ai senti ça, mais sinon, non. C'est quand même intéressant l'utilisation du mot woke. En tout cas, ça me fait un peu sourire. Mais, Oui. aussi, il y a un moment dans ton mémoire, je pense, où tu te positionnes, puis que tu expliques qu'en tant que féministe, ben, l'effacement de la parole des femmes musulmanes sur, ce sujet-là, ben, ça te préoccupe. Puis moi, je trouve ça vraiment cohérent, tu sais, d'être transparente dans une recherche. Par contre, dans plusieurs domaines d'études, surtout l'histoire, là, c'est vraiment un big Hmm. no-no. Puis, est-ce que cette transparence-là t'a été reprochée ou est-ce que finalement ça a été, bien accepté, là, d'une manière générale dans le monde des communications? C'est aussi quelque chose, mettons, qui a peut-être un peu dont on a discuté avec ma direction de recherche, parce que je pense pas que tout le monde fait ça, mais vraiment pas tout le monde en communication fait de la recherche critique. Tu sais, c'est quand Mmh même, mh. sans dire que c'est rare, là, c'est pas, je pense pas que ce soit la majorité des recherches qui approchent, surtout pas, il n'y a pas énormément de recherches en communication politique, en tout cas pas pendant que j'étais là, à la base. Euh, Fait que c'est sûr que. Mais c'est quelque chose en fait, qui m'a été enseigné dans des séminaires à l'UQAM, tu sais, sur la communication, les recherches en communication féministe, les recherches féministes en communication, en fait, que de la recherche neutre, en fait, ça n'existe pas, tu sais, puis que Mmh. tu peux pas arriver puis dire voici la vérité sur ce sujet. Tu sais, moi, la recherche que j'ai faite, euh, m'intéressait par espèce de nausée puis d'écœurantite de voir un sujet tellement euh, peu, en fait, intéressant au niveau politique et tellement nuisible au niveau du vivre ensemble, être toujours Mmh. ramené. Puis le fait qu'on s'attaque sans cesse majoritairement à des femmes aussi, évidemment, est venu me chercher. Mais tu sais, moi, je n'étais pas concernée non plus par
par cet enjeu-là. Fait que ça a été important pour moi de... Tu sais, ma recherche aurait été complètement différente si j'avais étudié un enjeu qui me concernait. J'aurais eu des clés de compréhension autres, puis j'aurais eu dans mon entourage des gens qui m'auraient amené des réflexions probablement tu sais, plus pertinentes ou en tout cas plus proche de la réalité. Tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée beaucoup sur des écrits par des personnes concernées pour essayer de ne pas me baser sur des écrits de personnes blanches qui analysent la situation. Puis j'ai parlé aussi avec des personnes concernées. Ça faisait partie de mon échantillon de recherche, mais pas que. Puis moi, j'étais pas concernée. Fait que pour moi, c'est juste honnête de le faire. Ça m'a pas été reproché, mais encore une fois, j'ai choisi mon jury, puis ça aurait pu, je pense que ça aurait pu m'être reproché euh, par d'autres personnes, mais je me sentais pas à l'aise. J'ai eu beaucoup de questionnements dans ma recherche là, par rapport à ma position, puis ça a été bien important pour moi de me positionner comme une chercheuse en communication qui étudie une campagne stratégique de communication et non euh, comme une personne qui s'intéresse particulièrement un enjeu qui n'est pas le mien. Puis c'est comme ça que je me sentais à l'aise avec cet enjeu-là. Puis je trouvais ça important de le framer comme ça dans ma recherche, tu sais, juste pas Mhm. mais par rigueur, en fait, rigueur universitaire. Puis je trouve ça plate que ça soit pas accepté partout parce que, entre autres, en histoire, il me semble que Mhm. on est de plus en plus conscient, tu sais, que l'histoire tu sais, l'histoire qu'on connaît, l'histoire des gens qui l'ont écrite, puis il me semble que savoir, savoir le contexte des personnes qui ont écrit une recherche puis qui se sont questionnées sur des enjeux est important. Mm. Ben merci, ça me fait vraiment du bien de l'entendre de la bouche d'une autre personne parce que je pense exactement comme toi. Mais en tout cas, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode, là, mais ça passe vraiment très, très mal encore, là, en histoire, là. C'est une discipline qui est vraiment très conservatrice pour plein de raisons, là. Mais je vais Mm. passer là, à la prochaine question. Dans le fond, là, je voulais savoir, au courant de tes recherches, pendant les années là, que tu as travaillé sur cette question-là, est-ce que ça t'est arrivé d'en discuter comme avec d'autres féministes ou de rencontrer des féministes qui étaient pour la laïcité ou l'arrêt des ports, l'arrêt l'arrêt du port des signes religieux, oui, puis contre le port du voile, par exemple? Non. OK. Mais non, mais pas des féministes, mettons, mais c'est pas un avis que je recherchais OK. nécessairement, tu sais, c'est pas j'ai pas fait de démarche pour parler avec ces féministes-là, puis c'est pas des personnes comme ça que j'ai dans mes cercles non plus. Je pense que je pense qu'en général, tu sais, les personnes qui se sentent pas concernées par cet enjeu-là ou qui se sentent moyennement concernées et sont un petit peu, tu sais, un petit peu nationalistes ou très nationalistes, il y a bien des gens qui se disent, ah, c'est pas grave, puis ah, peut-être que c'est une bonne affaire. Tu sais, c'est plus du monde, Mmh. mettons, soit qui étaient vraiment pas choqués qu'on ramène ça tout le temps, ou des gens tannés qu'on en parle, mais sans être choqués de la façon dont c'était amené, ou des gens qui trouvaient que c'était pas grave, tu sais, que c'était pas un enjeu, euh, mais que c'était pas un enjeu qui méritait qu'on creuse puis OK. qu'on soit outré, mais ouais, j'ai pas eu des discussions, mettons, approfondies avec des féministes qui étaient... Je pense que j'ai consciemment évité de parler de ce sujet-là avec des personnes que je pensais qui étaient dans cette situation-là, parce OK. que ouais, ça me rend inconfortable. Puis de toute façon, ben, je tiens à préciser, en fait, que des personnes concernées, par exemple, qui ont... tu sais, il y en a, là, des féministes musulmanes qui se sont... portées à la défense de la loi pour la laïcité, puis Mmh. mon opinion par rapport à ça a très peu d'importance, là. Tu sais, c'est pas... mon opinion, je vais écouter qu'est-ce que vous avez à me dire, Mmh. mettons. Mais des féministes blanches qui ont un avis clair par rapport à la question, puis qui sont très dans le jugement par rapport à toute pratique, en fait, religieuse.
Et c'est pas une conversation que je suis intéressée à avoir avec elle, Mmh. mettons. Puis, je vais te poser la question que je pose à toutes les invités. Est-ce que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Au quotidien, bien sûr. Ne serait-ce que comment faire cuire du riz récemment, que j'ai eu j'ai Wow! eu un petit conflit avec mon conjoint, mais ça s'est Oups! bien fini. OK. Mais oui, ben oui, ben oui. Puis ce que je remarque comme différence, c'est surtout, j'ai l'impression que les féministes ou les personnes qui se font dire des choses qu'ils savent déjà continuellement ont beaucoup plus tendance à demander est-ce que tu sais déjà ça? Puis que c'est pas. Ça m'arrive rarement que des hommes me demandent si je connais déjà quelque chose avant de me l'expliquer, mettons. Mmh. Ouais, puis, aussi, je trouve qu'on a tendance à considérer que le féminisme, c'est un peu un passe-temps comme, que c'est pas un Mmh. sujet, tu sais, universitaire à part entière. Puis, tu as parlé, tu sais, de je me souviens que tu l'as mentionné pendant notre discussion que, tu sais, tes résultats, c'est pas nécessairement fondé sur tes opinions, tu sais, c'est 2 choses qui sont séparées dans ta recherche. Puis, j'ai l'impression que les gens ont beaucoup tendance à penser que être féministe, c'est comme basé un peu sur nos expériences personnelles, puis ça l'est un peu, mais il y a quand même, tu sais, c'est un champ d'études à part entière dans plusieurs pays du monde, là. Fait que j'ai l'impression que, il y a pas vraiment comme de distinction qui se fait dans la tête des gens. Puis, finalement, ça s'imbrique, là, à ma dernière question, là. Puis selon toi, est-ce qu'on peut être à la fois féministe et chercheur universitaire? Ah, ben oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est vrai que c'est considéré peut-être d'une façon avec moins de crédibilité puis de légitimité, peut-être que d'autres genres d'études, mais on a plein d'exemples de chercheuses, même de chercheurs qui sont féministes puis qui réussissent à faire transparaître ça dans leurs travaux, mais je pense que c'est pas quelque chose, euh, c'est pas un badge qu'on peut s'auto-sacrer sur le chandail, mettons, là. C'est comme, faut faire ses preuves, là, puis il faut tout le temps se remettre en question, puis ma recherche n'est pas parfaite, puis le fait que moi, je me prononce sur ce genre de sujet-là, c'est pas parfait, puis, tu sais, il y a pas une recherche féministe qui va être publiée sans que la personne se demande si elle a fait ça comme faux, à Mmh. 100%, je pense, là. Puis c'est ça qui est important, j'ai l'impression, mais en même temps, tu sais, va se le dire, là, c'est épuisant. Mais je pense que la remise en question constante de notre rapport avec notre objet de recherche, puis euh, ouais, en fait, ouais, c'est ça, puis euh, la- la- vraiment essayer de laisser la place le plus possible à l'expérience, en fait, des gens concernés. Ça a sa place en recherche universitaire, puis que ça devrait être beaucoup plus généralisé, en fait, je pense. Mmh. Mais je te remercie beaucoup. J'ai vraiment trouvé ça rafraîchissant de t'entendre, puis merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment super. Merci à toi! Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.